estimer que la famille c'est un arrangement contractuel entre individus consentants et appliquer ça, ce qui est encore plus audacieux, au droit de la filiation, pour dire que la filiation doit être purement conventionnelle, comme c'était le cas, et c'est là le retournement très subtil qu'opère Daniel, comme c'était le cas dans le droit romain. Voilà, et je pensais que pour interroger Daniel, pour le faire parler de tout cela, il aurait été intéressant d'avoir un point de vue un peu différent, et Pascal, journaliste à La Vie, et en même temps connaît très très bien ces sujets, et souvent les journaux catholiques sont d'ailleurs très engagés sur la question de bioéthique, avec une vraie... Il en faut bien. Comme Daniel lui-même a été éduqué chez les jésuites, je pense que vous allez retrouver un langage commun. Je sais pas que tu es éduqué chez les jésuites. Non, moi dans le public. Bon, voilà, vous êtes à fond renversé alors. Voilà, donc ce livre ensuite, on va parler une petite heure, je pense. Là. Ce livre est disponible ensuite ici, chez les Plus. Et donc je vais vous laisser parler. Voilà, bonne conversation. Merci à tous. Alors, bonjour à tous. En plus, ce livre, je vais dresser une petite accroche d'actualité, comme vous le savez, tombe à pic, puisque hier, le CCNE, donc le Comité consultatif national d'éthique, a rendu son rapport de synthèse. Ce ne sont pas ses recommandations, mais justement pour concernant différents sujets de bioéthique, dont les questions de filiation, dont la PMA, dont Daniel parle abondamment dans son livre. Donc ça tombe à pic, c'est un bon éclairage pour... Alors moi je vais juste, comme première question, donc effectivement, pour faire adapter, je dirais, l'évolution de la famille, vous proposez un cadre juridique qui est très nouveau, donc le contrat. Et déjà, pour commencer, vous établissez, pour poser un peu les bases de ce nouveau contrat, je vais reprendre une phrase que vous donnez. Vous dites que l'amour, la vertu, le sentiment d'appartenance ne constituent plus un socle sur lequel peut s'appuyer la société, mais des principes juridiques comme l'égalité, la laïcité, l'autonomie de la volonté sont contraires les nouveaux principes sur lesquels on peut s'appuyer. Alors moi, je vais vous poser une question, notamment je pense à l'amour quand même. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort quand même en disant cela ? Je ne suis pas du tout contre l'amour. Bien évidemment, je suis aussi un être amoureux. Mais ce que j'ai dit, c'est que dans une société pluraliste, une société ouverte, une société où on doit coexister avec plusieurs cultures, plusieurs religions, plusieurs points de vue de la vie, etc., et de l'existence, le droit, comme manifestation de la norme sociale. Je ne dis pas la société dans ses différents groupes. Le droit en tant que manifestation sociale ne peut pas choisir un point de vue, ne peut pas choisir donc un a priori, que ce soit fondé sur la tradition, que ce soit fondé sur un sentiment, que ce soit fondé sur un point de vue religieux, ou que ce soit fondé sur une quelconque vision particulière d'un mouvement, d'un groupe, d'une tradition spécifique. C'est pour ça que je dis que le droit émancipé des traditions, et en droit de la famille, la tradition romantique fait partie d'une vision qui est la vision occidentale. Pendant des siècles, des sociétés entières, y compris en Occident, n'ont jamais pensé fonder le mariage sur l'amour. Je me souviens d'un professeur de droit romain que j'avais à l'université de Buenos Aires, un grand professeur de droit romain, qui nous enseignait le droit romain comme si c'était du droit positif, tellement il aimait les droits romains. Et moi, il m'a fallu une semaine pour m'apercevoir que le droit romain, ce n'était pas du droit positif en Argentine, puisqu'il me l'enseignait comme si ça s'appliquait. Et je me souviens qu'il avait dit par rapport au mariage, il a dit, mais voyez-vous, non, il nous parlait, voyez-vous comment les Romains étaient sages et combien ils savaient que le mariage est une institution importante, qu'ils ne l'ont jamais fondé sur l'amour, un sentiment si aléatoire, voyez. Donc en fait, même dans notre tradition, l'amour romantique comme étant à la base du mariage est très récent. On pourrait les situer, Foucault parle même, à la fin du XVIIe, XVIIIe siècle. Avant, il n'y avait pas du tout, et n'en parlons pas donc de la France rurale ou de la pensée rurale, où effectivement la notion d'amour romantique n'est fondée pas du tout, ni les mariages, et encore moins le rapport de filiation. Donc c'est de ce point de vue-là, je dis, non pas que la société doit extirper ou doit se soustraire
d'un sens commun, donc de l'existence, mais les droits ne peuvent pas, a priori, choisir un sens par rapport à un autre. Alors, vous retracez bien dans votre livre l'évolution justement du droit en matière de la famille et de la filiation. Et alors, j'ai envie de vous poser la question pour que les gens puissent avoir envie d'acheter votre livre. Est-ce que, puisque finalement le contrat, c'est effectivement ce vers quoi vous voulez qu'on tende le plus possible, hein, donc en matière juridique sur ces deux aspects-là, est-ce que vous pouvez juste nous dire quelles sont, à quel moment, les dates clés un petit peu, où justement on se rapproche justement de ce système par contrat en matière de droit à la famille et de filiation? Oui, une chose qui m'avait surpris quand je suis arrivé en France pour faire ma thèse, c'est qu'en fait j'avais appris dans l'histoire du droit que la Révolution française avait instauré pour la première fois, et ça se reflète dans la Constitution de la Première République, le mariage comme un contrat, avec donc un statut constitutionnel. C'est la définition qui donne la Constitution de 1791, c'est que le mariage est un contrat. Et en fait, comme est un contrat, il peut se rompre comme tout contrat. Et donc, depuis déjà la fin du XVIIIe siècle, il existait en France les divorces. Et non seulement les divorces qu'on connaît aujourd'hui, mais encore les divorces qu'on connaît récemment, puisque la Révolution avait instauré les divorces sans juge. Donc à la fin du XVIIIe, voyez-vous, il nous a fallu 2 siècles, et dans la proposition de la commission de Taubira, pour que l'on puisse donc en France établir un divorce sans juge, enfin un divorce administratif, ce qui existait déjà à l'époque de la Révolution de la Première République. Et donc j'étais très surpris de voir que d'une part, il y avait même aussi les mariages simplement par notaire, enfin toutes ces histoires d'obligation de passer par l'état civil, donc par les officiers d'état civil, c'est-à-dire ces dimensions publiques, apparaît plus tard. Et je me suis dit, bah, c'est quand même étrange qu'on opère donc une telle réaction par la suite, mais on le voit non seulement par rapport au mariage, mais par rapport à d'autres domaines du droit, comment effectivement le code Napoléon en 1804 est un code qui va être assez libéral sur les aspects patrimoniaux, mais très conservateur sur les aspects extra-patrimoniaux, et en particulier le droit du mariage et les droits de la famille, tout simplement parce que Napoléon est contraint par un concordat qu'il avait passé donc en 1801 avec le pape, et donc en fait il va reprendre toute les structures du droit canonique et l'introduit dans le code de 1804. Et en fait, en quelque sorte, mon bouquin qui apparaît comme très radical et comme effectivement très révolutionnaire aujourd'hui, en fait, finalement, mon ouvrage rend hommage à la Révolution et essaye de s'inscrire dans cette tradition révolutionnaire et de comprendre pourquoi, y compris les théoriciens du contrat, n'ont pas pu penser la famille par contrat. Et c'est ça qui est étonnant, puisqu'effectivement, même toutes les théories traditionnelles du contrat, vous voyez, c'est ce que j'explique, dès qu'on arrive à la famille, on ne peut plus la penser d'un point de vue conventionnel. On doit la penser toujours avec un arrière-plan naturel. C'était justement un peu ma question, vous avez fait la transition. C'est que vous êtes justement le premier à pointer du doigt le fait que les théoriciens du contrat, comme Rousseau par exemple ou Locke, ont gardé finalement l'idée de nature, alors que justement tout votre propos, c'est essayer de vous débarrasser de l'idéologie, comme vous dites, naturaliste. Mais est-ce que c'est vraiment possible de se débarrasser de l'idéologie naturaliste ? Bah, je ne sais pas si c'est possible in fine, mais en tout cas, je pense que la tentative à la fois de l'État libéral, de l'État laïque, enfin du droit civil, enfin du droit laïque, c'est toute cette histoire, c'est une tentative d'affranchissement de l'ordre naturel. Et d'ailleurs, je pense que par exemple l'exemple de l'adoption est tout à fait significatif, puisque si vous voyez l'adoption était la forme de filiation la plus répandue en droit romain. Il y a après donc une période de presque 10 siècles où l'adoption est interdite par les droits canoniques. Et puisqu'effectivement on va considérer qu'on ne peut pas produire un système artificiel de constitution de liens de filiation, et donc le droit canonique va considérer que seul le ius sanguinis, donc le droit du sang, peut établir les liens filiales. Et en fait, quand il y a la Révolution française et Napoléon reprend donc de la Révolution la restauration de l'adoption comme système de filiation, va commencer uniquement par l'adoption pour les personnes majeures. Donc, parce qu'on ne pouvait pas réintroduire tout de suite l'adoption d'enfants parce que ce serait comme copier trop la nature. Ce serait un peu comme tromper
la filiation en disant on ne peut pas adopter un enfant parce qu'on va donner l'impression à la société que cet enfant est un enfant biologiquement nôtre. Et donc, pendant toute une période, alors que Napoléon ouvre l'adoption dans le Code civil, mais uniquement pour les majeurs, pas pour les mineurs. Donc, vous voyez, et après, on va élargir l'adoption pour les mineurs, puis plus tard, on va permettre l'adoption pour les personnes célibataires, puis plus tard, récemment, on va permettre l'adoption, y compris pour les couples de même sexe. Donc, vous voyez comment, depuis donc la Révolution qui va reprendre la tradition du droit romain, considérer qu'on peut penser d'une manière conventionnelle la filiation, on va le faire de manière assez graduelle, puisqu'effectivement, on a toujours cette idée que le droit doit trouver une assise réelle, une assise indiscutable, une assise qui fasse donc consensus. Et on les trouve toujours là. Et on les voit par exemple par rapport à la PMA. On voit dans le débat actuel, bon, on a construit la PMA en France, et on dit la PMA, ce n'est pas donc un droit subjectif à la filiation, ce n'est pas un droit subjectif à la parenté. La PMA, c'est un palliatif à l'estérilité. Ben c'est uniquement en France que ça s'est présenté comme ça. Vous voyez, ça va changer, a priori. Après, on verra. Mais en fait, ça devrait changer, puisque bon, si on l'élargit à une femme célibataire ou un couple de femmes, on ne peut plus faire comme si il y avait un couple stérile. Mais même la notion, si vous voyez ce que vous dites, ces difficultés à se détacher de la nature, même quand on parle de couple stérile dans la loi de 1994, la notion des couples stériles est aussi une fiction juridique, puisque le couple est rarement stérile. Il y a un membre du couple qui est stérile, mais il suffit d'interchanger les couples avec un membre qui soit fertile, et le couple n'est plus stérile. Donc en fait, on a inventé en droit cette idée des couples stériles, si bien que, par exemple, j'avais proposé à une avocate, je ne sais pas si Caroline Lécari est là, mais elle va peut-être raconter, qu'elle aille voir avec une lesbienne stérile, avec sa compagne, pour demander la PMA. Vous voyez, voir si, qu'est-ce qui peut se passer et initier une action par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté et que le droit sent quand même ces difficultés à ne pas vouloir brusquer, si vous voulez, un peu, à dire non, mais enfin, il faut concilier avec toujours une assise qui ne soit pas de l'ordre de la politique. Je me souviens, j'avais aussi un professeur de droit de la famille, je détestais les droits de la famille quand j'étais étudiant, et je les détestais pendant des années. Et en fait, j'ai compris pourquoi. La première chose qu'un grand prof de droit de la famille que j'ai eu aussi à l'université m'a dit, les droits de la famille, ce n'est pas un droit politique. Ah ben je dis, ah bon, mais qu'est-ce que c'est un droit politique? Ah, il dit, ben, comme le droit constitutionnel, enfin, ou le droit international, le droit pénal, tout ça c'est politique. Le droit de la famille, c'est pas politique. Ben, je dis, mais je ne comprenais pas pourquoi c'était pas politique. Pour la doxa de beaucoup de professeurs de droit encore aujourd'hui. Hein. C'est pas politique parce que la famille c'est naturel. Et donc, vous voyez, il y a cette idée même dans la manière dans laquelle on enseigne le droit de la famille, c'est naturel. Alors, je vais vous poser encore une autre question. Je vais faire toujours un peu l'avocat du diable, hein, sans faire de mauvais jeu de mots, en travaillant à la vie. Dans l'idée même de contrat, donc, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, parce que vous savez, chez les conservateurs, quand notamment aussi la question de l'égalité des droits, la conquête infinie des droits, est-ce qu'il n'y a pas le risque au bout d'un moment d'arriver peut-être à ce qu'ils appellent souvent la société dite liquide, pour paraphraser Zygmunt Bauman, à savoir que finalement, progressivement, il n'y a plus vraiment d'engagement entre les êtres, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, on va s'engager, puis finalement, on va se retirer facilement de cet engagement, et que du coup, il n'y a plus véritablement de sens commun, si je puis dire. On perd un peu d'assises, pour le coup, pour reprendre votre expression, qui est une forme d'instabilité permanente. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Parce que je pense que l'idée, c'est un peu une idée aussi canonique, qu'on ne peut pas... Ce qui était stable, ce qui n'est pas choisi. C'est comme si un engagement n'était pas vraiment stable que s'il était imposé. Alors, dans cette idée de la société déracinée ou la société de l'inflation des droits subjectifs, de dire effectivement qu'est-ce qui va se passer où à un moment donné on pourrait tout contractualiser, et donc effectivement on peut imaginer que c'est une société sans solidarité. Mais on peut imaginer tout à fait les contraires, c'est-à-dire que les solidarités choisies, que les solidarités électives, que les solidarités voulues
sont bien plus solides, sont bien plus stables que les solidarités imposées. Et c'est un peu ce que je montre dans l'évolution du droit de la famille. On est dans des systèmes de solidarité imposés. On voit que quand il n'y a plus de solidarité imposée, puisqu'on peut rompre le mariage par les divorces d'une manière unilatérale, puisqu'on peut effectivement négocier de plus en plus tous les systèmes donc, de tout ce qui est les allocations, etc., enfin les obligations, y compris la manière dans laquelle on peut accéder aux obligations alimentaires, eh bien on voit bien que la médiation marche mieux que l'imposition du juge, puisque effectivement on arrive toujours à quelque chose qui est convenu et qui est voulu par les parties. Donc moi, il y a un peu une idée dans la pensée conservatrice qui consiste à penser que dès lors qu'on donne la liberté, mais on l'avait vu par exemple dans les débats en France sur l'IVG, on a imaginé que toutes les femmes allaient pratiquer des avortements comme ça, par l'envie de pratiquer une IVG. Enfin. Mais comme si l'individu, dès lors qu'on lui donne la possibilité, deviendrait un être irresponsable. Vous voyez ? Alors que moi, je crois qu'au contraire, le système contractuel renforce aussi les obligations, pas simplement le droit. À la fois les droits et les obligations. Alors, je vais juste venir à un point très précis, c'est concernant, un exemple très précis concernant les enfants. On va prendre l'exemple aussi de l'héritage, parce que vous abordez la question de l'héritage en disant finalement un peu comme ce qu'avait un peu dévoilé, je dirais, enfin mise en lumière l'affaire Johnny, oui. À savoir qu'effectivement aujourd'hui, il y a dites qu'il faudrait qu'on puisse donner, en fait, donner notre héritage à qui on voudrait. Bon. Mais est-ce que votre modèle, quand on se met à la place des enfants, là pour le coup, c'est plus compliqué de faire valoir ses droits. Est-ce qu'il n'y a pas un petit point faible, si je puis dire, dans ce système-là, système très libéral, où voilà, les enfants, notamment, je pense encore une fois en termes d'héritage, c'est peut-être plus compliqué dans votre vision de faire valoir leurs droits. Mais je vais vous donner un exemple qui va vous montrer un peu combien est étrange ce système de réserve héréditaire qui existe dans tous les droits continentaux d'origine latine. Imaginons donc qu'on a des enfants, bon, ces enfants sont, on vient d'une famille bourgeoise riche, donc la famille donne tous les moyens pour que ces enfants accèdent à la meilleure éducation, on leur donne absolument toutes les possibilités, ils deviennent des professionnels avec tout un avenir garanti et tout. Et donc à la mort, le père par exemple décide de laisser tous ses biens à une association de lutte contre le cancer. Donc c'est un acte éminemment philanthropique, donc il va agrandir le bien social, enfin la philanthropie sociale, c'est une association qui lutte contre le cancer, donc agrandit en ce sens la solidarité. Eh bien, on l'empêche de faire ça. On l'empêche de faire ça puisque si la personne a plus de 2 enfants, 3/4 donc, du patrimoine donc, va être transmis de manière obligatoire à ses enfants. Et donc, cette personne ne peut pas en disposer librement de ses biens. Donc, au nom de quoi on décide qu'il ne peut pas le faire, vous voyez ? Alors moi, je trouve que là, il y a à la fois une attente à la liberté de la personne qui ne peut pas, à l'occurrence, disposer pleinement de son patrimoine, une attente à l'égalité, puisque ce qui est étrange, c'est que quand on parle du droit de la discrimination, on ne voit pas les domaines de discrimination les plus frappants qui est la famille. On voit les discriminations au droit du travail, on voit les discriminations au logement, on voit les discriminations dans l'administration, on voit les discriminations dans l'accès aux biens et aux services, mais on ne voit pas un espace éminemment discriminatoire qui est la famille, c'est-à-dire que sans rien faire, il y a une partie de la population qui est déjà garantie par ses parents, ses biens, son avenir, par un système qui est imposé en plus. Hein. Parce que ce qui est étonnant dans l'affaire Johnny Hallyday, c'est que rarement on se pose vraiment la question de savoir quelle est sa volonté. Mais si sa volonté, c'était de ne pas laisser ses biens aux enfants, à David et Laetitia, finalement, le système du droit américain lui permet de faire ça. Évidemment, s'il était en France, il n'aurait pas pu le faire. Mais moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de dire, finalement, il a adopté des enfants. C'est déjà un geste très intéressant. Ce n'est pas des enfants biologiques, c'est des enfants adoptés qui venaient d'un pays dont il serait tout à fait défavorisé. Et qu'en plus, par un acte de dernière volonté,
permet à ses enfants d'avoir donc un avenir garanti, alors qu'il avait déjà garanti l'avenir de ses enfants biologiques, vous voyez. Donc, après c'est vrai que l'exemple il est intéressant, mais c'est vrai que là on est dans un cas de figure où effectivement Laetitia et David sont, je dirais, n'ont pas de problème pour voir leur avenir. Laura, pardon, je dis qui? Laetitia ou Laetitia, il a laissé aussi à Laetitia. Voilà, David et Laura, effectivement. On n'a pas de souci, mais si on se place dans un cas de figure, effectivement, dans un milieu familial beaucoup plus modeste, là c'est plus problématique. La solidarité, enfin je dirais, la solidarité intergénérationnelle et d'un point de vue économique se pose avec plus d'acuité dans ces cas-là, peut-être. Mais ça dépend. Si c'est plus modeste, il faudrait faire attention quand même qu'il y ait un bénéfice d'inventaire, parce qu'on peut laisser aussi des dettes. Donc ça, il faut faire attention. Mais moi je pense que la seule chose qu'il faut, c'est que, évidemment que ça ne s'est pas rentré dans les habitudes en fait de ce que normalement on fait, parce qu'on a une vision de on laisse faire le droit à notre place, vous voyez, ce qui est un réflexe très continental, parce que dans les droits anglo-saxons ça ne se passe pas nécessairement comme ça. On dit bon, on va laisser faire les droits à notre place, parce que finalement toutes ces règles d'ordre public, parce que tout ça c'est de l'ordre public, toutes ces règles d'ordre public vont pouvoir finalement régler mieux que notre propre volonté le système en question. Alors, bon, je ne dis pas que c'est l'idéal, hein, mais je dis simplement qu'on devrait quand même se poser la question de savoir pourquoi on rend disponible une partie du patrimoine, et à la fois pourquoi cette indisponibilité est aussi à l'origine donc d'une production d'inégalités. Alors dans les familles modestes, ce n'est pas le cas, mais les familles modestes ne sont pas très préoccupées par les droits, la révolution successorale. Hein. Ça, c'est plutôt les familles bourgeoises. Non, parce que c'est vrai que pour revenir un peu, même pardon Caroline, il y avait 85% des successions moins de 150 000 euros. Voilà. 85%. Bon. Oui, mais après ça peut être des successions d'ordre affectif, si je puis dire. Symbolique. Symbolique, oui. Ah oui, ça oui, non, là, évidemment, non, mais ça c'est vrai aussi. Je parle de droit successoral d'un point de vue patrimonial, mais c'est vrai aussi qu'après il y a toute cette dimension symbolique. Et là, bon, bien évidemment, ça c'est pas. Et je crois qu'il vaut mieux que le droit ne rentre pas trop là-dedans. C'est bien que ça on laisse vrai. Les individus faire un peu comment ils transmettent symboliquement. C'est vrai. Parce que c'est vrai que pour revenir un peu dans le même ordre d'idée, quand on se place aussi dans des moments de crise économique, comme on l'a vu en 2008 par exemple, c'est vrai que là, le modèle familial traditionnel, je pense par exemple à un pays comme l'Espagne, où là, effectivement, la solidarité familiale a joué à plein. Donc, tout n'est pas acheté dans la famille traditionnelle. Ah non, mais moi ce que j'ai dit, c'est que, bon, ce qui est étrange, c'est qu'en fait, on voit que plus il y a dans la possibilité de faire éclater la famille traditionnelle, plus on s'est dit attaché à la famille. Donc en fait, comme jamais, quand on pose la question, je vis dans les eurobaromètres de l'Europe, donc la France, un mariage sur deux finit en divorce, et donc il ne dure pas, maximum 5 ans. Et donc, quand on pose la question, quelle est pour vous la valeur ou la communauté à laquelle vous êtes le plus attaché, on dit la famille. Mais bon, c'est intéressant qu'effectivement il y a cet attachement à la famille, mais on voit bien qu'on n'est pas du tout prêt à renoncer au divorce, ou prêt à renoncer à la recomposition familiale. Donc en fait, on est attaché finalement à un idéal que dans la réalité n'est pas représenté. Et en Espagne, c'est vrai qu'il y avait la solidarité familiale, mais c'est quand même, cette solidarité familiale est bien cher payée, parce que connaissant un peu l'Espagne, je vois en fait le fait qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir une individualisation des droits, un système de sécurité sociale, d'accès au crédit, de manière individuelle, sans passer par les familles et par tous ces systèmes de garantie, etc., fait que finalement, les enfants sont redevables des parents pendant très longtemps. Et donc en fait, il y a aussi un côté un peu malsain, je trouve, dans cette manière de dépendre un peu de la solidarité familiale. Parce que dans le mot, le fait la question du contrat, donc effectivement c'est l'autonomie de la volonté, donc on s'achemine quand même vers une individualisation un petit peu des modèles, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi finalement de tomber dans un autre travers qui est finalement le fondamentalisme, si je puis dire, individuel?
on n'est pas là, on n'est pas encore là. Je sais pas, puisque je pense que en fait on a, contrairement à ce qu'on pense. Ça rejoint une question que je vous ai posée un peu déjà, mais, oui. mais il y a quand même un peu peut-être. Il y a quand même, c'est quand même ce qui est étrange, c'est qu'on a ces sentiments. Je pense qu'il y a quand même, comment dire, une victoire idéologique de la pensée conservatrice qui a fait croire qu'on était dans une société hyper individualiste, d'une grande inflation des droits subjectifs, d'une énorme émancipation, alors que quand on voit les dispositifs bioéthiques, les règles d'ordre public dans les droits de la filiation, même dans les mariages, quand on voit que par exemple on ne peut même pas disposer de notre cadavre, bon, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il y a d'hyper individualiste dans ces systèmes où effectivement on est donneur d'organes de manière donc automatique, donc il y a l'État qui dispose de nos organes après notre mort, on ne peut pas disposer du système de procréation puisqu'on va devoir passer par un mécanisme qui est pseudo-médical et clinique parce qu'il faut prouver qu'on est vraiment malade pour pouvoir avoir accès à la procréation médicalement assistée. Bon, vous voyez, tous ces dispositifs apparaissent comme non pas comment dire, la réalisation d'un droit subjectif, d'un individualisme, mais comme la justification soit d'une maladie, soit d'une carence, soit donc de quelque chose qui n'est pas de l'ordre du choix. Et on l'a vu en France aussi par rapport à l'IVG, qui est très significatif. Quand il y a eu la loi Veil, en fait, la manière dans laquelle c'est justifié politiquement la loi Veil, c'était pas de dire que le corps appartienne à la femme. C'était de dire on ne va pas appliquer la peine. C'est-à-dire, c'est simplement la dépénalisation d'un acte qui demeure quand même immoral, qui est l'IVG, mais simplement que le droit pénal est suspendu, donc on n'applique pas la peine. Mais à aucun moment dans la présentation de la loi, on avait parlé d'un droit subjectif de la femme de disposer de son corps. On voit réapparaître dans ces débats quand il y a eu la nécessité de les remboursements par la sécurité sociale, que je pense dans la loi c'est des 75, et 60, oui, c'est entré en vigueur en 75, et je pense que le remboursement par la sécurité sociale c'était 3 ans plus tard. Et là, il y a eu un problème, puisqu'en fait on s'était dit, mais si ce n'est pas un droit subjectif, au nom de quoi la société rembourse cet acte-là, alors que c'est un acte qui est simplement dépénalisé. Et donc finalement, par le système de droit social, on a fait de quelque chose qui apparaissait simplement comme une simple dépénalisation, un droit subjectif. Mais on ne l'a jamais abordé directement comme la femme a droit à... Mais là, c'est ce qui va se passer pour la PMA. Absolument. C'est effectivement, on va se dire qui va payer. Est-ce que c'est effectivement la sécurité sociale qui va payer, alors que c'est, pour le coup, on n'est pas dans le cas effectivement d'une maladie, d'un problème d'infertilité. Complètement. Je pense que c'est un débat qui va, à mon avis... Ben, je pense, mais c'est très bien qu'il y ait lieu parce que si ça va être pris en charge par la sécurité sociale, il faut aussi penser que la sécurité sociale prend en charge non seulement la maladie. La maternité, ce n'est pas une maladie et c'est pris en charge par la sécurité sociale. Donc là, il y aurait une question de maternité. Après, on peut critiquer les systèmes de solidarité aussi sociale française. Hein. Je ne sais pas, il peut y avoir aussi un système où on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas remboursés. Enfin, je ne sais pas. Bon, finalement, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, on va se dire que ce n'est pas responsable de faire des enfants. Si ça continue. Et on va nous pénaliser. Et si ça continue. Comme vous le savez, parmi les arguments dans la pensée conservatrice qui sont souvent mis en avant et qui là, pour le coup aussi, ont été mis en avant dans le cadre du rapport du CCNE, c'est la crainte de la marchandisation, d'un marché de la procréation, enfin d'un développement de marché de la procréation, et je dirais, si on va encore plus loin, de la question de la marchandisation du corps de la femme. Qu'est-ce que, je dirais, par rapport à ce que vous proposez, votre modèle du contrat, qui effectivement va de, je dirais, concerne le mariage, mais aussi de la PMA et jusqu'à la GPA, qu'est-ce que vous répondez pour justement, parce que là, on l'a vu, là, c'est unanime, là, pour le coup, le rapport, autant, effectivement, les anti-pro-PMA se sont exprimés. Là, apparemment, c'est unanime, en fonction des contributions qui ont été... C'est des contributions qui ont été faites, il y a vraiment s'est dégagé un consensus sur le sujet. Oui, c'est les points d'accord de la gauche et de la droite conservatrice. C'est ce qui les met d'accord, c'est de dire la marchandisation du corps. Alors qu'on pourrait imaginer aussi,
un autre point de vue de la marchandisation. C'est-à-dire, par exemple, si on prend, parce que ça vient à la fois du marxisme et du conservatisme. Donc un certain féminisme matérialiste marxiste va dire la femme en fait porteuse à l'occurrence ou qui va donc en fait pouvoir faire un enfant pour une autre femme se trouve dans une situation d'aliénation. Donc elle est aliénée et donc dans la théorie marxiste elle ne peut pas être libre, elle ne peut pas consentir puisqu'elle est déjà imputée de son propre consentement de par les systèmes de domination et d'aliénation. Bon. Alors ça, ce qui dit le marxisme, la gauche marxiste, matérialiste. La droite conservatrice dit ben, les corps, in fine, ça n'appartient pas à la femme, ni à l'homme, finalement, ça appartient à Dieu, et donc l'homme ou la femme ne peut pas disposer ni de la vie ni du corps, puisqu'effectivement, comme disait saint Thomas, ben, on n'est que le usufruitier, on n'est pas les propriétaires. Enfin, c'est Dieu que les nus propriétaires, nous on n'a que le usufruit. Donc, vous voyez, donc, là, deux positions différentes, la droite et la gauche. Mais on pourrait... Je vais vous couper. Oui. Ce qui est assez nouveau, c'est qu'aussi à droite, maintenant, il y a aussi toute une réflexion sur attention à la dépendance vis-à-vis de la technique, du diktat de la technique sur, enfin, l'emprise de la technique sur le corps. Ça, c'est assez nouveau et ça fait partie aussi aujourd'hui des schémas de la droite conservatrice. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Non, mais je veux dire que c'est maintenant que ça veut dire que la droite se soit emparée de cette thématique-là. Oui, mais la droite a toujours aimé Heidegger aussi la haine de la technique. Hein, donc ça c'est une technophobie de la droite. Mais imaginons par exemple, pourquoi pas le fait d'imaginer que la marchandisation puisse être aussi pensée comme émancipatrice. C'est-à-dire, les femmes ont fabriqué gratuitement les enfants pendant la nuit des temps. Est-ce que le fait qu'on puisse mettre un prix à un acte qui a été gratuit, ça ne permet pas justement de sortir de l'aliénation? De dire, bah, pourquoi on ne pourrait pas imaginer qu'on calcule aujourd'hui, de par ce qui établit les marchés, qu'une GPA coûte environ 30 000 dollars. Est-ce que je sais pas, ma mère qui a fabriqué 4 enfants gratuitement pourrait demander à mon père 120 000 dollars Ou aux enfants. ou à nous, je ne sais pas, de dire, bah, moi je passais quand même tous ces temps à vous fabriquer. Vous voyez, c'est quand même. Pourquoi ne pas pouvoir penser ça aussi comme émancipateur? Vous voyez, c'est ça, c'est pas nécessairement. Je ne vais pas. Bon, je vous donne un exemple un peu extrême, mais je veux dire, déjà, pour vous dire que peut-être la marchandisation, c'est pas nécessairement toujours l'aliénation, mais on peut imaginer aussi que finalement, tout cela, dans les systèmes français, on les pense non pas d'un point de vue marchand, mais d'un point de vue de la solidarité sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale, donc un service public. Alors à ce moment-là, on peut ouvrir les débats. Je veux dire, la PMA ou la GPA, contrat ou service public. Ça serait un débat intéressant. Moi, je serais plutôt favorable au contrat, c'est par ma théorie. Mais peut-être que vous êtes favorable au service public. Et peut-être que les conservateurs ne sont favorables ni au service public, ni au contrat. Après, c'est vrai que on prend le cas extrême de la GPA, mais il y a aussi le côté domination économique. On voit bien, ça se produit, ça se passe dans des pays d'un point de vue économique moins développé. Donc il y a quand même aussi, là je rejoins la théorie marxiste, il peut y avoir un effet de domination de classe. Bon, là il y a deux choses. Bon, si ça se passe comme ça, je crois, dans la vertu, c'est pas très émancipateur. Non, dans la vertu de la régulation, puisqu'effectivement, si ça se passe comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas de régulation. Mais imaginons dans un système où il y a un marché régulé, où il y a un prix, effectivement, bah, ces femmes pourront le faire à un prix qui ne soit pas de l'ordre de l'exploitation économique. Donc, ça aussi, parce qu'on le voit en Amérique latine où c'est pas régulé. Bon, en Argentine, par exemple, où c'est pas régulé la GPA, donc il y a beaucoup d'agences, c'est fait un peu n'importe comment. Mais, bon. Mais il y a quand même, j'ai vu en Argentine une chose qui est assez intéressante comme expérience en fait d'accès à la GPA. C'est qu'en fait, les couples ne veulent pas des femmes pauvres, ne veulent pas des femmes qui coûtent pas cher, parce qu'ils veulent des femmes qui sont en bonne santé, qui aient une bonne apparence. Et donc, effectivement, tous les couples qui se portent vers la GPA savent que c'est cher et qu'ils vont payer une femme qui soit en bonne santé pour pouvoir porter l'enfant. Donc en fait, ce n'est pas, même dans un marché qui n'est pas régulé comme l'Argentine, je vois que les effets sont pas du tout d'exploiter, puisque normalement quand on entreprend une GPA, on est prêt à payer. Hein. Bon, je veux dire, mais après, effectivement, on peut imaginer qu'il y ait cette exploitation, mais je crois que l'exploitation
Les conditions dans lesquelles se produisent les GPA, ce n'est pas la GPA. Il faut dissocier, vous voyez. C'est-à-dire, c'est pas la GPA qui est un problème, c'est l'exploitation. C'est les conditions dans lesquelles la gestation pour autrui est. Alors, il y a aussi un point que vous soulevez que je trouve assez intéressant, et là encore, je reviens à l'actualité, au rapport du CCNE qui va à contre votre idée. Vous parlez de la levée de l'anonymat des donneurs, qui serait, plutôt, vous êtes plutôt favorable, bien sûr, au maintien de l'anonymat des donneurs, et bien sûr la perpétuation de l'accouchement sous X. Et vous voyez bien qu'effectivement, vous démontrez dans votre livre que progressivement, il y a un courant que vous appelez encore renouveau de la pensée néobiologiste, qui est justement pour la levée de cet anonymat. Et il se trouve que dans les conclusions du rapport du CCNE, là, pour le coup, il y a aussi un consensus. Pour la levée de l'anonymat. Exactement. Ah ben là, il y a une cohérence conservatrice tout à fait. Oui, mais non, mais parce que là, encore une fois, là, le consensus, la façon dont je lis le rapport, autant le rapport met bien en évidence les oppositions, les divergences, autant là, que ce soit, là, c'est le consensus, c'est tout bord confondu, si je puis dire. Je pense qu'il y a effectivement un accord pour la levée de l'anonymat. Moi, je ne suis pas contre le fait que la levée de l'anonymat se produise dès lors que les parties sont d'accord. Donc, bien évidemment, je ne suis pas pour que l'État confisque des données. Bien sûr que ce serait tout le contraire de ma pensée. Mais ce que j'ai dit, c'est que, alors que je pense que penser la filiation à partir de l'adoption a constitué une évolution dans les droits civils, puisqu'on a pu s'émanciper de la contrainte biologique et de la fabrication d'enfants non désirés, non voulus, qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes psychologiques et sociaux. Enfin, bon, ça me semble quand même une évolution de la civilité, alors que on aurait pu imaginer un modèle de plus en plus calqué de l'adoption. On voit au contraire qu'on va vers un modèle de plus en plus calqué du biologique. Si bien que la Cour de cassation va considérer aujourd'hui que la preuve donc biologique de la paternité est obligatoire. Donc jusqu'aux années 2000, la Cour de cassation considérait que peut-être au nom de la paix de famille, une fois que la filiation était établie, que les enfants étaient déjà dans la famille depuis des années, bon, là on ne revenait pas. Bon, depuis l'an 2000, donc la preuve à la fois sanguine ou génétique est obligatoire pour l'établissement dans les cas d'une contestation de paternité. Comme si effectivement on pouvait dire, mais voilà, il y a les vrais pères ou la vraie mère, indépendamment de ceux qui étaient les éducateurs et qui ont donné un foyer. Bon, il y a cette idée-là. Alors moi, je ne dis pas que si tout le monde est d'accord, bien évidemment, pourquoi ne pas lever l'anonymat? Mais ce que je crains, c'est qu'en fait, l'anonymat devienne maintenant la règle, la levée de l'anonymat devienne la règle, et qu'on a jusqu'aujourd'hui caché l'origine biologique, et on va passer à un système opposé, c'est-à-dire un système d'obligation de révélation de l'origine génétique. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, avec Internet, c'est beaucoup plus facile en fait de récupérer justement ces données-là. Donc la technique dépasse la technique, si je puis dire. En fait, facilite la levée de l'anonymat. Donc c'est compliqué d'empêcher finalement d'avoir accès à ces données-là. Mais c'est pour ça que je propose un abandon généralisé des enfants dans ma théorie. C'est-à-dire que tout le monde devrait, comme c'est le cas de l'accouchement sous X, c'est-à-dire ce qui existe pour les femmes, je l'élargis aux hommes, à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde puisse éventuellement abandonner son enfant, comme la femme peut le faire, par l'accouchement sous X, pour pouvoir mieux les adopter, s'ils veulent les adopter. Donc à ce moment-là, il y aurait l'accouchement sous X pour la femme, un géniteur sous X pour l'homme, on peut l'appeler comme ça, et par la suite, il y aurait systématiquement une reconnaissance de la filiation, donc de l'enfant, soit une reconnaissance prénatale, enfin un système qui ne soit pas lourd comme l'adoption, parce que l'adoption, quand même, il faut passer par un système administratif, enfin, ça prend du temps, mais une forme de reconnaissance donc, de l'enfant, simplement, c'est-à-dire un acte de la volonté. Donc, si bien que tout le monde pourrait être abandonné, tout le monde pourrait se dire, mais finalement, à quoi bon... Psychologiquement, ça fait quel effet ? Parce que là, c'est une dimension qu'on n'a pas tellement abordée non plus. C'est voilà, comme pour l'enfant, je dirais,
on a abordé la pensée conservatrice, mais il y a aussi la science, la psychanalyse, si je puis dire, qui a aussi un peu son mot à dire sur ces sujets-là. Comment ça pourrait être vécu par un enfant se dire que je nais, je suis d'abord abandonné pour ensuite... je pourrais être abandonné. C'est curieux quand même, non? Mais au contraire, moi je dis, si j'aurais pu être abandonné et je ne le suis pas, je suis doublement aimé. Ouais. Puisqu'en fait, je suis certain qu'on m'a quand même adopté, alors que l'État oblige mes parents à m'adopter. Alors là, l'État ne m'obligerait pas quand même à être fils-dé ou fille-dé, c'est simplement la volonté de mes parents qui l'ont vraiment vérifié et fait pour que je le devienne. Donc ça serait plutôt, on pourrait les voir comme un acte qui confirme en fait le désir et la volonté de vraiment être parents. Mais par exemple, la question s'est posée à un moment donné quand il y a eu en France une grande généralisation de l'adoption. Je pense que c'était dans les années 50, donc après-guerre. Et on s'est posé la question de savoir donc, si l'adoption pouvait poser un problème aux enfants. Donc il y a eu des études sociologiques. Ce qui se passe là, c'est pas une théorie comme ce que je propose à mon ouvrage. C'était quand même empirique. Et normalement, les études sociologiques que j'ai pu regarder, que j'ai pu voir, démontrent que l'enfant adopté se trouve donc dans les mêmes conditions psychologiques, affectives qu'un enfant issu d'un lien biologique. Enfin, il y a pas, mais parfois au contraire, puisqu'en fait il y a souvent des enfants biologiques qui ne sont pas désirés et qui sont eux effectivement en situation de détresse. La France sait très bien quand on ne les aime pas. Non, mais vous voyez pourquoi ça vous surprend ma théorie de l'abandon alors que ça existe avec l'accouchement sous X. Mais même la Cour européenne des droits de l'homme l'a confirmé. Vous savez, l'affaire est arrivée à la Cour a dit mais l'accouchement sous X est tout à fait conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire l'abandon légal d'enfants est conforme à la Convention européenne. C'est l'automaticité que vous prenez. C'est ça qui me surprend. Enfin, l'automaticité, c'est-à-dire qu'on puisse... Que tout le monde puisse avoir la possibilité. Mais ouais. ça ne veut pas dire que ce soit automatique. Ouais. Que tout le monde puisse avoir la possibilité. Les hommes et les femmes. L'autre question que je voulais vous poser aussi, c'était... Oui, j'ai perdu un peu de fil, mais quand même dans votre livre, ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, vous laissez entendre, là je reviens, on change un peu de sujet, on est plus sur la filiation, mais on revient sur le mariage. Vous dites finalement que le Pacs, pour vous, c'est un modèle du genre, finalement, par rapport à votre conception, justement, du contrat. Est-ce que vous pouvez peut-être le préciser ? Parce qu'en fait, moi, ça montre les succès du pacte, parce que c'est la forme la plus contractualisée de la conjugalité. Mais le problème, c'est qu'au lieu de contractualiser le mariage, en France, on a matrimonialisé le pacte. Donc, par exemple, aujourd'hui, le Pacs est célébré en mairie comme le mariage. Et on a en fait cherché beaucoup d'obligations. Bon, il y a tas d'obligations qui ne sont pas dans le Pacs, mais il y a eu toute une mouvance à un moment donné, puisqu'on ne voulait pas ouvrir Souvenez-vous, c'était l'époque de Sarkozy, on a donné beaucoup de droits au Pacs qui étaient propres au mariage. Donc, bien évidemment, à la fois qu'on donne des droits, il y a des obligations qui sont donc en contrepartie, et alors on arrive aussi à un système qui est plus de l'ordre public du mariage que de l'ordre privé du contrat. Alors que ce que je propose, ça serait plutôt contractualiser tout, que tout passe par les contrats, et donc après, bien évidemment, tout ce qui est symbolique, ça, chacun le fait par ses religions, par ses rites, enfin, par la manière dans laquelle les personnes décident de faire cette symbolique-là. Mais je crois que le Pacs est un modèle, mais le problème c'est que le Pacs devient de plus en plus proche du mariage, et que maintenant, comme il y a le mariage et le Pacs, un peu le processus c'est limité. Mais à un moment donné, on s'était dit, mais est-ce qu'on va arriver à un moment où le Pacs serait presque comme le mariage, à la différence qu'il n'y aurait pas donc un acte public, alors que depuis qu'on le fait en mairie, c'est devenu un acte aussi public, le Pacs. Moi, je comprends pas pourquoi. Oui, je comprends politiquement, mais je vois bien quels étaient les effets un peu pervers de cette charge des droits à l'intérieur du Pacs. Mais je propose donc le Pacs à 2, à 3. Donc, qui est... D'ailleurs, je ne sais pas si Étienne est là. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là, Étienne ? Parce qu'en fait, on avait proposé le contrat à 3, qu'on puisse déjà proposer
aux gens, enfin, que les avocats puissent le faire. Ça existe d'ailleurs dans d'autres pays, ça, de contrat à 3? Oui, ça existe, cet effet, oui. Il y a eu déjà, au Brésil, il y a eu 3 cas qui ont été acceptés. Donc, il y a eu un couple à 3, c'était 2 femmes et un homme à São Paulo, et un couple à 3, 2 hommes et une femme à Rio, et qui n'était pas contesté, donc ça n'était pas, le procureur n'est pas intervenu. Je pense qu'en France, les procureurs interviendraient tout de suite, ça serait contraire à l'ordre public, mais ça a marché, et puis bon, apparemment ça produit des effets, donc c'était pas contesté, hein, c'est-à-dire que la loi l'accepte, mais c'était enregistré dans Du coup, quel serait d'ailleurs, justement, c'est intéressant, quel serait le pays au monde finalement qui aurait le modèle le plus proche de ce que vous décrivez dans votre livre, les juridiques? Non, il n'y a pas un pays. Moi, je pense qu'il y a différents pays, parce qu'on voit en matière patrimoniale, c'est très contractualisable et assez très libéral, les pays anglo-saxons. Mais après, d'un point de vue sociétal, c'est plus les pays de l'Amérique latine. Donc, il n'y a pas un pays. Je pense que c'est un peu différents pays qui pourraient constituer, sinon un modèle, en tout cas, un système de mariage, un peu à la carte. Et la France, ce serait donc assez en retard, finalement, si elle vous écoute? La France, oui, mais la France, je ne suis pas en retard, je ne peux pas faire un jugement de valeur. En tout cas plus classique. Mais la France est plus classique parce que si vous voyez la manière dans laquelle est définie par les droits civils la question de la famille, ce n'est pas simplement l'attachement domestique, ce n'est pas simplement une question du domus, enfin de la quotidienité et du privé. Dans les codes civils, on rattache la famille à la nationalité. Et ce qui explique en fait pourquoi il y a tellement de dispositifs d'ordre public en France, c'est parce qu'en fait la famille, c'est la naissance et le fait de pouvoir établir les régimes de mariage et de filiation, ça ne correspond pas simplement à un rattachement familial, mais aussi au rattachement plus général de la nation, à la nation. Est-ce que c'est pour ça que les Français font plus d'enfants? Est-ce qu'il y a un lien? Ah ben non, mais ça c'est... Je pense que les Français font plus d'enfants parce qu'il y a une politique familialiste qui a été mise en place depuis longtemps. Même le code de la famille de 1939 est un des codes les plus généreux en matière d'allocation familiale. Donc c'est un pays qui est très nataliste, familialiste dans sa politique sociale. Mais ça, ce n'est pas les droits civils, c'est les droits sociaux. Et donc pour terminer, on va commencer par une question d'actualité, on va finir par une question d'actualité. Est-ce que justement avec le projet d'ouverture de la PMA à tous les couples de femmes, est-ce que donc vous avez le sentiment que la France justement évolue, en tout cas peut faire un grand pas par rapport à ses voisins européens? Comment est-ce que vous appréciez la situation? C'est déjà... Il faut savoir que les femmes qui vont en Espagne faire des inséminations, donc de procréation assistée là-bas, ça s'est fait depuis 30 ans. C'est la loi Palacios qui existe depuis 1988. En fait, quand je dis en Espagne qu'encore aujourd'hui on est en train de débattre en France de la PMA pour les femmes célibataires, bon, c'est un peu étrange parce qu'en fait là-bas, et c'est que les femmes célibataires françaises qui se déplacent en Espagne depuis 30 ans, pour pouvoir avoir accès à la procréation médicalement assistée. Donc c'est un peu étrange en fait parce que le fait qu'une femme puisse aller, quand la femme vient ici et qu'elle a un enfant, vous imaginez bien qu'on ne va pas lui demander l'origine de la conception de l'enfant. Si l'enfant a été conçu donc par un système médicalisé ou par un système traditionnel, enfin artisanal, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Oui, c'est l'accouché ou pas. Mais vous voyez, donc en fait, ça, du moment que la femme est enceinte, l'enfant va devenir un enfant français, enfin, vous voyez, il y aura la filiation maternelle. Bon, voilà. Mais depuis qu'il y a le mariage pour tous, pour les couples de lesbiennes, c'est ça qui a été aussi validé par la cassation en 2014. Donc Caroline a beaucoup intervenu devant ces situations, dans des affaires que tu as menées devant la justice, justement pouvoir permettre l'adoption de l'enfant du conjoint, puisque c'était considéré comme une fraude à la loi, bon, il y a des condamnations de la Cour, etc. Et à un moment donné, on a décidé qu'effectivement, ce n'était pas donc constitutif d'une fraude, le fait que la femme mariée avec une autre femme qui venait de l'Espagne
ou souvent de la Belgique aussi, parce que c'est ce qu'on appelle les enfants du Thalys, donc ils viennent de la Belgique avec donc, un enfant par procréation assistée, puissent adopter l'enfant. Donc, et c'est ça qui est aussi étrange dans les débats actuels, c'est qu'en fait, au fond, la loi ne devrait que régulariser donc une pratique qui s'est répandue, à la différence qu'aujourd'hui, c'est réservé aux femmes qui peuvent aller en Belgique ou en Espagne procéder à une PMA et venir en France. Et là, oui, il faut que ce soit marié pour que l'adoption du conjoint puisse s'établir par rapport à l'autre. Mais bon, ça prend combien? 1 an et demi l'adoption, hein? Bah, à Paris, 9 mois. 9 mois, mais après le jugement est fragile, il roule la requête. Bon, enfin bon. Oui. Tu peux donner l'exemple belge de ce qui se passe en Belgique, justement. La filiation est établie dès la naissance de l'enfant. Oui. Lorsque le couple a eu recours à la PMA. Voilà. Pas besoin d'adoption, l'enfant il est protégé dès sa naissance. Ou en Espagne, où il n'y a pas une présomption de paternité, de parenté, mais la conjointe espagnole, dans le cadre de la loi 2005 en Espagne, il faut qu'il y ait une reconnaissance prénatale, mais par simple déclaration. Donc il y a 2 systèmes, soit une présomption de parenté, comme au Québec, non, je pense que c'est pareil, au Québec aussi, ou simplement une déclaration donc en mairie, pour que l'enfant soit reconnu sans passer par les dispositifs lourds en fait, de l'adoption qui coûtent... bon, ça t'enlève un peu des clients, mais... Non. Il y a d'abord après. On va payer plusieurs fois. C'est bon. Il y aura des divorces après, oui. Oh là là, ils ont déjà commencé. C'est normal. Bon, bah écoutez, moi je... Ben, merci pour vos Merci questions. beaucoup. Je vais prendre quelques questions, je vais ouvrir le bal en poussant le raisonnement vraiment à son terme. D'abord, pourquoi finalement dans le cadre du mariage on a encore besoin d'un contrat? Quelque part, tout est contractuel, rien n'est contractuel et on pourrait simplement contractualiser un échange de biens si on le veut ou non. Et sinon, pourquoi avons-nous encore besoin de la notion Pourquoi formaliser? Oui, pourquoi avons-nous besoin de la notion de mariage? Et la deuxième question, en poussant le terme aussi sur l'abandon des enfants, pourquoi aurait-on un droit privilégié sur son propre enfant biologique? Quelque part, est-ce que la logique ultime de ce système ne serait pas que, une fois que les enfants sont produits, si je puis dire, chacun veut... Ce qui proposait Platon, là. Voilà, exactement. Et est-ce qu'on ne revient pas à quelque chose de platonicien qui est un peu qui est très communiste, finalement? Bon, sur la première question... Mais écoute, Gaspard, tu as suffisamment déjà effrayé du monde avec mon livre. Si tu arrives à dire ça, j'aurai la manif pour tous devant la maison tous les jours. Ils sont très mobilisés. Ils sont très mobilisés, je vais les faire crucifier. Mais en fait, non, quand tu penses au contrat, il ne faut pas penser que les contrats sont nécessairement formels. Les contrats, c'est un échange de volonté. C'est en fait, et d'ailleurs, quand on apprend dans les cours des contrats, on dit que le contrat peut être formel ou pas formel, ou peut-être même oral. La question, c'est après une question de prouver. Comment on preuve donc en fait un échange de volonté qui n'était pas écrit. Mais oui, pourquoi pas en fait. Je veux dire, c'est simplement l'échange des... Au fond, qu'est-ce que c'est le mariage sinon la volonté de vivre ensemble? Oui, c'est ça. Il n'y a même pas besoin d'être... Oui, c'est ça. Mais moi, je parle du contrat et d'une certaine formalisation parce qu'il y a une autre tendance qui existe dans certains pays, qui en France on a échappé, mais on a échappé tout à fait par hasard. C'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, tu vas avoir les droits et les obligations presque du mariage simplement par la cohabitation. Donc par exemple, on l'a en Argentine avec le code civil qui est le plus moderne, en Espagne, en Catalogne, 2 ans de vie commune créent des obligations. C'est ça. Et comme des obligations, comme presque le mariage. Donc en fait, et cette cohabitation, tu peux la prouver par tout moyen. Vous voyez? Donc moi je dis souvent à mes étudiants qui partent en Catalogne, j'ai dit écoutez, faites attention quand même, parce que si jamais vous allez voir votre copine pendant 2 ans et que la concierge va dire oui, je l'ai vu monter les escaliers, ça c'est déjà un commencement d'épreuve, et on peut appliquer par effet les règles donc obligatoires. Vous voyez, c'est comme si les faits se substituent à la volonté. Donc là je suis d'accord qu'il faut faire attention à ne pas trop formaliser, mais il faut aussi faire attention à que le fait
ne se substitue pas à la volonté, parce que là on l'a fait en Argentine, par exemple, on m'a expliqué pourquoi on l'avait fait, ils m'ont dit clairement pourquoi, c'était pour protéger les femmes, évidemment tout le temps c'est protéger les femmes sont toujours victimes et nécessitent toujours une protection. Alors on m'a dit oui, pour protéger les femmes qui vivent avec un homme et puis après n'ont pas de droits, et donc c'est pour ça qu'au bout de 2 ans on va considérer cette femme comme étant mariée. Ça c'est fait dans les codes civils argentins. Sur la deuxième question. Pourquoi adopter ses propres enfants? Pourquoi est-ce qu'on a un droit privilégié sur sa progéniture biologique? En fait, dans l'accouchement sous X, il n'y avait pas un privilège, parce qu'en fait, après, quand il y a un accouchement sous X, qu'on abandonne l'enfant, l'enfant rentre dans le système classique d'adoption, c'est-à-dire cet enfant, on peut pas, si après on voudrait l'adopter, on ne peut pas le faire. Mais ce qu'on a dit par la suite, c'était si le père biologique voulait, ou si la famille voulait l'enfant, on pourrait, par une déclaration anténatale, pouvoir récupérer cet enfant. Il y a un enfant qui vit de manière tout à fait classique. Oui. Les parents sont immédiatement considérés comme responsables. Il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre qui arrive dans la pièce en disant mais finalement c'est moi qui le prends. Non, mais si on élargit les systèmes de l'abandon légal comme il est conçu aujourd'hui, une fois que l'enfant est né, donc la femme, je pense, a aujourd'hui 2 mois pour se rétracter. Non, avant c'était 3, maintenant c'est 2 mois de rétractation. 2 mois pour se rétracter. Si au bout de 2 mois elle ne se rétracte pas, l'enfant rentre dans les circuits d'adoption par la DAS, enfin ça s'appelle plus DAS maintenant, ça s'appelle service de l'enfant. Il peut être confié à une famille. Voilà, donc en fait c'est pas... l'enfant rentre dans les circuits d'adoption pour tout le monde. On pourrait imaginer que ce soit comme ça si les 2 partenaires, enfin qu'il y ait accouchement sous X et génitaire sous X, on va dire, de la part du père. Vous dites, ouais, dans ce cas-là, les parents gardent un monopole sur l'enfant produit de manière biologique. Non. Si les deux sont d'accord pour l'abandon, l'enfant va rentrer dans le système. Mais s'ils ne l'abandonnent pas, oui. C'est considéré comme le leur de toute façon. Bah oui, en principe, oui. Oui, mais si on change son système à son terme et qu'on déconnecte complètement le biologique du conventionnel, c'est-à-dire finalement l'enfant qui est né, c'est au meilleur offrant, ou ça doit s'organiser. Pourquoi est-ce que ça appartiendrait aux parents qui l'a fait? Il ne faut jamais avoir eu d'enfant pour poser la question. Non, c'est d'accord. Non, mais là, c'est quand même très. On est dans la théorie, et là, je trouve qu'on est complètement. C'est un peu désincarné quand même. C'est intéressant toujours de faire non, je suis beaucoup, bien sûr. Oui. Non, mais moi, je comprends ta question, mais moi, j'ai dit que aujourd'hui, on peut le faire. Si les 2 peuvent le faire, on peut le faire, mais toi, tu dis si les 2 veulent garder l'enfant. Oui. Ils pourraient ne pas les garder dans les cas où il y avait un conflit d'intérêts où d'autres voudraient ces mêmes enfants. Pourquoi est-ce que... Bon, là, il faudrait établir un système où d'autres voudraient ces mêmes enfants. On pourrait se dire, au nom de l'intérêt... Non, mais c'est bien comme question d'école. Si un autre voudrait l'enfant au nom de l'intérêt de l'enfant, est-ce que l'intérêt de l'enfant est de rester avec ses parents alcooliques et pauvres, ou que ce soit ces enfants adoptés par des parents riches qui vont donner une très bonne éducation? Vous voyez, c'est pas... Mais on le fait tous les jours. L'intérêt supérieur de l'enfant, les juges le font tout le temps. Non, pas par rapport à ça, mais j'ai dit en général, on évalue ça. Tu as l'État qui joue le rôle de tiers garant par rapport à la protection de l'enfant. C'est pas un individu qui viendrait dire bon, alors moi, cet enfant, je le veux. C'est juste que, voilà. C'est pas, il part aux enchères, je sais pas quoi. Non, mais pas aux enchères, enfin. Non, mais bon. Non. Mais tu as un système aujourd'hui où, en effet, si la femme accouche sous X, elle ne sera jamais la mère. Et si le géniteur ne reconnaît pas l'enfant, il ne sera jamais le père. Ça, c'est très clair. Donc bon, là, il va rentrer dans le circuit. Oui, mais le problème actuellement, c'est que si le père ne veut pas être père, on peut l'obliger à l'être. C'est vrai. C'est ça qui est contraignant. C'est rare. Oui, mais on peut. Oui, mais si tu veux, après, tu peux remonter en amont sur la responsabilité que tu prends lorsque tu as un acte. Il y a un coït sans protection. Le risque, c'est peut-être que tu deviennes père. Non, mais tu ne deviens jamais mère. Un acte fécond ne fait pas la mère, un acte fécond fait le père. Mais parce que les hommes et les femmes ne sont pas dans la même situation non plus. Mais moi, je propose que tout le monde ait la même situation, au sens que tout le monde puisse avoir cet accouchement sous X. C'est ça que je propose. Donc, qu'il y ait dans la possibilité d'abandon légal, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Parce qu'aujourd'hui, on peut obliger un homme à être père, alors contre sa volonté. Oui, absolument.
Bon. Parce qu'il a une Et responsabilité. c'est ça qui pose problème d'un point de vue donc, de la liberté, puisque cet homme peut-être simplement était ivre, enfin, je sais pas, il a fait un enfant, Ah bah oui, comme mais on fait souvent les enfants quand on est fécond. Il y a la question de la responsabilité des actes aussi. Oui, mais même si on n'est pas responsable, il n'y a pas un contrat de procréation. Non, mais Même un viol produit un enfant, et même on peut obliger à une obligation alimentaire un violeur. Bon, vous voyez ce que c'est que le droit. Ben alors là, la personne, c'était quand même un acte qui était criminel à l'origine. Et pourtant, on crée donc un système d'obligation alimentaire, et donc on va rattacher cet enfant au violeur de la mère. j'ai jamais vu. Bon, mais on peut, tu n'as jamais vu, mais Théoriquement, oui. théoriquement c'est possible. Théoriquement, c'est possible. Vous voyez. D'autres questions, Fabien? Dans la réalité, est beaucoup plus effrayante ce qu'elle présente. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. En fait, elle rappelle un peu ce que disait Léon Duby sur le Code civil. Il disait finalement, quand on regarde le Code civil, à part le mariage, c'est finalement 3 règles, propriété, liberté contractuelle, responsabilité civile. Et finalement, ce que vous proposez, c'est d'étendre ce principe-là aux régimes matrimoniaux. Donc ça, c'est cohérent comme discours. Après, on peut se poser la question de la stabilité politique de cette proposition-là. Moi, je voulais vous demander, vous poser une question. Est-ce qu'une étape intermédiaire, en attendant que ce soit plus acceptable, ce ne serait pas d'ouvrir, par exemple, le droit de la famille français à une concurrence des législations européennes, laisser les gens s'affilier aux législations et aux juridictions qu'ils souhaitent en Europe? Est-ce que ce levier existe, est possible, comme un peu la reconnaissance mutuelle des normes dans le cas du marché intérieur Ah oui, mais c'est déjà le cas. Souvenez-vous quand la ministre, je ne sais pas quel ministre avait parlé des shopping juridiques, et ça c'était une tollée à l'Assemblée. Non mais oui, c'était sur le droit d'asile. Mais il avait parlé des shopping juridiques. Alors, mais ça existe en droit international privé, ce qu'on appelle effectivement le shopping juridique, en ce sens que quelle est la loi la plus favorable. Bon, aujourd'hui par exemple, il vient d'être rendu une décision. Oui, en matière sexuelle, ça existe Marouco depuis longtemps, mais là avant-hier, la Cour de justice de l'Union européenne vient de rendre donc une décision où on doit reconnaître le mariage homosexuel de partout en Europe, dans l'Union européenne. Donc là, c'était donc un couple, un Roumain qui avait épousé un Américain, dont l'Américain arrive marié donc aux États-Unis, donc arrive marié en Roumanie. La Roumanie, je crois qu'il ne reconnaît même pas l'union civile, je crois. Bon. Donc en fait, cet Américain n'avait absolument aucun droit de séjour, puisqu'en fait, il était conjoint d'un Roumain, mais les Roumains, dans son pays, n'avaient pas droit ni à épouser, ni à faire un contrat d'union civile avec cet Américain. Donc en fait, ce qu'a dit la Cour de justice de l'Union européenne, c'est que le mariage est valide et qu'il produit des effets, même dans un pays où il n'est pas reconnu le mariage entre personnes de même sexe. Donc c'est un peu ça déjà, vous voyez, les règles de droit international privé permettent en fait une sorte d'application de, on l'a vu en matière successorale, l'affaire donc Marouco, donc pour l'accès au droit au droit. La pension de reversion et le capital décès, c'est un règlement communautaire sur les droits de succession qui permet de choisir la loi. Voilà, absolument, le règlement communautaire en droit de succession, tu peux choisir, et on va de plus en plus vers un système effectivement de choix de la législation qui vous considérez la plus à même d'être en conformité avec ce que vous désirez, par le droit communautaire. Oui, c'est déjà un système, on peut dire, des transitions. Même pour la PMA, pour la reconnaissance de l'enfant. Pour la PMA, en ce sens qu'effectivement on peut aller à l'étranger et venir en France, mais après il faut passer par l'adoption. Donc c'est ça la seule chose, c'est qu'il faut passer, c'est pas reconnu automatiquement, mais on peut passer par l'adoption. Et même pour la GPA, puisque pour l'inscription, et là, tu connais beaucoup mieux que moi toutes les histoires des problèmes d'inscription, puisque malgré les condamnations de la Cour européenne, effectivement, aujourd'hui l'enfant est inscrit. L'enfant naît des GPA à l'étranger. Merci monsieur. C'est une question qui pourrait paraître un peu naïve, mais en fait je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait avoir un contrat concrètement, un contrat de famille? Si oui, quelles clauses est-ce qu'il pourrait y avoir? Deuxièmement, quelles obligations, entre guillemets, d'ordre public qu'on ne pourrait pas éviter, qui seraient directement dans le contrat, devraient être présentes? Et troisièmement, est-ce que l'enfant, peut-être passé un certain âge, on pourrait dire une fois qu'on estime qu'il a une certaine capacité de consentement, pourrait décider de rompre unilatéralement le contrat? Oui. Bon, pour les contrats, j'ai mis à la fin un annexe où je propose un contrat à la fois donc de cohabitation, pour ne pas l'appeler mariage, enfin un contrat qui soit aussi pas réservé à 2 personnes. Enfin, vous voyez que le mariage est connoté très
donc uniquement monogamique. Et je propose également aussi un contrat donc, de filiation. Par rapport donc, au lien de filiation, je propose également que les enfants puissent divorcer de ses parents. Donc il y a un divorce aussi possible, puisqu'en fait, du moment qu'on atteint la majorité, bon, on peut se poser la question de savoir pourquoi, à un moment donné, si deux adultes peuvent divorcer, pourquoi les liens de sang seraient seraient à ces points indissolubles qu'empêcherait donc un enfant de pouvoir divorcer de ses parents, par exemple. Donc, ce que je propose, c'est qu'on établisse aussi un système de rupture, pas simplement d'engagement. Oui, ça va dans le sens de la contractualisation. La liberté des ruptures fait partie aussi de la liberté contractuelle. Ça t'éva Ça t'éva tu veux... Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'il reste comme obligation d'ordre public dans le contrat? Ah, d'ordre public, très peu. Donc, Qu'est-ce qui reste ce qui reste d'ordre public, c'est plutôt, à mon avis, ça serait plutôt de l'ordre de la sûreté, du genre, effectivement, que tu ne puisses pas mettre en danger la liberté d'autrui. C'est simplement ça. Au-delà du fait que tu fasses quelque chose qui ne limite pas la liberté d'autrui, ça ne serait pas considéré comme de l'ordre public. L'ordre public serait limité à tout ce qui porte atteinte à la liberté d'autrui. Comme il est Indépendamment, oui, mais en fait, l'idée c'est de savoir pourquoi l'espace familial serait un espace exceptionnel. Pourquoi on ne doit pas les traiter avec les mêmes outils que le reste des communautés humaines. Et moi, j'essaie de l'expliquer historiquement, on ne le fait pas puisque même les théoriciens du contrat ont considéré qu'on ne peut pas contractualiser quelque chose qui était de l'ordre de la nature. Mais on fait déjà, donc je vois Étienne qui est arrivé, on fait déjà des contrats, des divorces, des couples à trois, n'est-ce pas, Étienne? C'est tout à fait concret. Non, parce qu'en fait, on voyait dans mon bouquin un bouquin trop théorique et j'avais dit que non, qu'il y avait déjà un avocat qui avait mis en place tout ça. J'ai parlé des toits. Et donc on a effectivement des cas concrets, des contrats à plusieurs personnes, des parrainages, des possibilités de rupture. Enfin, je ne sais pas si après les procureurs de la République vont venir invalider tout ça. On verra. Et on pourrait imaginer une session de contrat. Enfin, je veux dire, par exemple, imaginons des parents qui ont élevé un enfant jusqu'à l'âge de 10 ans. Passé 10 ans, ils ne sont plus très satisfaits, imaginez, de leur enfant. C'est vrai, il a une mauvaise note, il se porte mal, je sais pas, la raison pour être présent. Et puis, ils décident de céder leur contrat à une tierce partie. Oui, on peut, oui, tout à fait, mais on applique les règles du droit commun des contrats. En fait, ce que je propose, c'est de faire sortir la famille du chapitre droit de la famille dans le code civil et mettre tout dans le chapitre droit des contrats. En fait, ne pas traiter le contrat familial comme un contrat spécifique. Il serait donc régulé par les règles générales contractuelles du droit commun des obligations. Donc là, ce que vous présentez, c'est une question d'effectivement, mais il y a un tiers, donc ce qu'on appelle donc un contrat qui serait un contrat qui produit donc un bénéfice ou qui porte atteinte, ça dépend, ou qui est fait en faveur d'un tiers, à la faveur d'un tiers. Donc là, on appliquerait les règles du contrat. Par exemple, un contrat d'assurance est un contrat où nécessairement vous allez toucher une tierce personne qui serait bénéficiaire indépendamment de sa volonté. Bon, ça, tout est réglé par les droits, par les contrats d'assurance. Mais évidemment, la personne est bénéficiaire dans la limite de son rejet de ce bénéfice. Donc la personne peut dire non, mais je ne le veux pas, moi je suis bénéficiaire d'une assurance vie, je ne le veux pas. Donc si vous ne le voulez pas, il suffit de le manifester et vous n'êtes pas, puisque vous ne faites pas partie donc de la décision contractuelle. Parce que le contrat, donc c'est les parties qui ont formé ce contrat. À l'occurrence, du moment qu'il est mineur, il ne peut pas donc contracter puisqu'en fait il est sous tutelle. Donc, là il est sous tutelle, donc s'il est sous tutelle, il ne peut pas célébrer un contrat. Il faut attendre sa majorité. Voilà. Du coup, la réponse est non. Oui, non, il attendrait sa majorité, et à partir de la majorité, il pourra, lui, donc exprimer sa volonté. Mais du moment qu'il est mineur, il est soumis au système de tutelle. Mais de la part des parents, les parents Pardon peuvent céder. Oui, voilà, c'est des... Non, les parents ne sont pas propriétaires de l'enfant. Ils peuvent pas céder. Ce n'est pas un droit des propriétés. Je parle non, je ne parle pas d'un droit patrimonial. Vous voyez bien que c'est un droit obligationnel. Donc en fait, si c'est un droit obligationnel, c'est un droit du crédit, c'est un droit... Ça ne fait pas partie... Je ne demande pas que la famille sorte du régime du droit de la famille pour passer au régime des droits patrimonial. Je propose que la famille sorte du registre du droit de la famille pour passer au registre du droit des obligations.
Ça vous dépasse? Non mais si on inverse la question, pourquoi Si la... je rapportais Non, demain mais à la rédaction ce que j'ai entendu ce soir, Mais on peut se poser la question autrement. Pardon. Pourquoi en fait la famille ne peut pas être donc elle ne peut pas être soumise aux règles du droit commun des contrats? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans les liens familiales qui les fait échapper de la volonté et de l'autonomie individuelle? C'est ça la question, vous voyez. Alors, après, on peut expliquer. On considère que c'est essentiel, mais là, c'est une question politique, c'est une question un présupposé qu'on peut avoir de la famille. Mais pour les gens qui ont déjà ces présupposés, mais on peut très bien... moi, je suis pour que le fait qu'il existe donc des mariages religieux, que ces mariages religieux puissent produire des effets, enfin, ça, je trouve que ça, c'est très bien. On peut imaginer... c'est interdit en France, hein, mais il y a des pays où les mariages religieux sont acceptés. En France, il faut qu'il y ait l'intériorité du mariage civil. Mais vous voyez, donc après, chacun fait ce qu'il désire, et si tout le monde est d'accord et tout le monde est consentant, pourquoi pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le fait que l'on décide pour nous et à notre place qu'il y a un système et que le mariage, du fait que nous on considère que le mariage, nous État, je veux dire, enfin, l'État considère que le mariage est ça et pas autrement, on nous impose des règles d'ordre public. C'est ça. Il y a une sacralité, il y a toujours la dimension sacrée en fait. Oui, voilà, c'est sacré, mais en fait, si c'est sacré, c'est effectivement un sacrement. Mais le sacrement, c'est pour les catholiques. Non, mais on peut aussi te dire qu'en réalité, si tu ne veux pas de ces règles du mariage, tu ne te maries pas. Si tu ne veux pas les règles du Pax, tu ne te paxes pas. Oui. Si tu veux être dans la liberté la plus totale, tu es en concubinage et c'est tout. Voire même tu es tout seul et Non, mais c'est vrai, on peut aussi répondre ça, en fait. Mais Par rapport à la liberté, tout à fait, tu peux faire tout ça. Mais du moment que tu décides d'établir des solidarités, imagine que tu décides d'établir des solidarités. Toutes les règles de la solidarité familiale classique s'imposent à toi. Du fait que, par la réserve héréditaire, par les obligations alimentaires, enfin, tu fais ce que tu veux. Pas tout à fait, puisqu'en fait, du moment que tu es déjà inséré dans une famille préétablie, le fait que tu sois inséré dans une famille préétablie crée en toi des droits et des obligations qui sont dans ces cercles-là. C'est-à-dire que tu peux évidemment après faire ce que tu veux, mais effectivement, tu peux le faire de manière limitée parce que ton patrimoine... Enfin, tu as d'autres règles qui te permettent de faire autrement. Ah oui, bien évidemment, oui. Mais moi, je veux dire, si on propose que tout ça soit libéralisé, enfin, qu'il n'y ait pas un contrat d'ordre public préétabli dans lequel tu es inséré malgré toi, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me pose problème. Après, évidemment, que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. On n'a pas attendu le code civil pour vivre, heureusement, pour vivre notre vie. C'est vrai qu'être obligé de se marier sous le portrait du président de la République, Pardon? On est obligé de se marier sous le portrait du président de la République. Bah oui. C'est alors qu'est-ce que tu viens faire pour la mariage? C'est un traumatisme sans retour. Après, c'est le maire qui te dit tes droits et obligations, c'est quand même assez incroyable. Non, mais il y a une obligation d'entretien des rapports sexuels dans le mariage. C'est ça qui est... Encore aujourd'hui, on est obligé d'avoir des rapports sexuels. C'est l'obligation de cohabitation. Bah, de fait, il y a... Personne va les vérifier. Il y a une affaire où, dans un divorce, on a découvert que la personne n'avait pas de rapports sexuels, et donc il y a eu un dédommagement de, je pense, 15 000 euros. Parce que le conjoint s'en est plaint. Non, c'est parce que l'avocat... Non, ça c'est l'avocat, parce que l'avocat... Ah ben oui, parce que l'avocat avait dit... Non, parce qu'il n'avait pas de rapports sexuels, il ne savait même pas qu'il y avait une obligation d'entretien des rapports sexuels qui est d'ordre public. On ne peut pas en France établir par contrat qu'on s'abstient. Alors que ça serait les mariages les plus catholiques. Évidemment, l'abstinence. Non, justement non, parce que justement le mariage religieux, si vous n'avez pas eu d'enfant, vous pouvez divorcer. Oui, non, mais ça c'est autre chose. Mais si on décide dans un mariage catholique de consacrer la sexualité à Dieu, c'est... Excusez-moi, je vous interromps, mais le mariage catholique n'est pas valide s'il n'y a pas eu de consommation du mariage. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais ça c'est évidemment, c'est la copula carnalis, oui. Non, mais évidemment... Ça va dans ce... Oui, tout à fait, non. Il est consummatum, il ne faut pas simplement qu'il y ait le consentement, mais aussi qu'il y ait la consommation en droit canonique.
Oui, oui, oui. Non, mais du moment que... Oui, d'accord, mais du moment qu'on décide, il y a l'affaire, je ne sais pas c'était quel roi belge, je pense que c'était Baudouin, qui avait à un moment donné décidé qu'il n'y avait plus des rapports sexuels dans le mariage, et ça avait été considéré comme une forme effectivement de béatitude, de pouvoir consacrer l'abstinence à Dieu. Parce qu'en fait, évidemment, y compris dans le mariage, l'acte sexuel peut quand même porter au péché. Enfin, c'est pas garanti qu'il n'y ait pas la luxure. Vous savez, il y a toute une théologie de la luxure dans les droits canoniques, jusqu'où va en fait l'acte sexuel obligatoire de la copula carnalis et où commence la luxure, c'est-à-dire où on commence à traiter sa femme comme une prostituée. Ça, c'était une vieille problématique théologique. Donc il ne fallait pas traiter avec la luxure donc sa femme, puisqu'en fait le mariage est fait pour la procréation, mais pas pour assouvir à des désirs sexuels. Enfin, bon, oui. Oui, oui, oui. Mais ça reste quand même. Mais pour vous dire, aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'il y ait le portrait du président de la République, c'est le fait qu'il y ait une obligation d'entretien des rapports sexuels. Qu'aujourd'hui, il y ait une obligation de fidélité. Obligation de fidélité dans le mariage. Alors pourquoi on peut établir par exemple un couple ouvert? Ça, les gens peuvent le faire. Mais si aujourd'hui on le fait, la clause est contraire donc à l'ordre public, c'est-à-dire on ne peut pas l'établir. Ici on le décide et que par la suite une des parties donc passe par un divorce donc pour faute, la faute existe toujours. C'est moins appliqué, tout ça c'est plus compliqué. Évidemment le temps fait que tout ça se dilue. Mais aujourd'hui on pourrait imaginer donc un divorce pour faute du fait que l'un des partenaires n'est pas fidèle ou n'a pas voulu entretenir des rapports sexuels. Mais oui, c'est pas simplement qu'il y ait la symbolique de l'État, mais aussi après la force de l'État qui vient normaliser les comportements. Il y a même une décision qui dit combien de rapports il faut avoir par semaine. Oui, oui. Vous voyez, donc, évidemment, si c'est une obligation civile l'entretien des rapports sexuels, bah, cette obligation est une obligation qu'il faut établir juridiquement. Oui, c'est 2 fois, je crois. Oui, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. C'est ça, oui. J'espère que personne ne tombe sous le coup de la loi. Et, je vous propose de continuer à parler avec Daniel, peut-être en plus petit format, surtout d'acheter son livre, qui est disponible ici. Je vous remercie et je propose qu'on l'applaudisse. Merci.